Donc Oui. bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre séminaire DiscoursNet, approche discursive en sciences sociales, co-animé par Johannes Sanger-Müller, Marc Lady, Luciana Radougagui et moi-même. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Alice Krieg-Planck, qui est maîtresse de conférence à l'université Paris-Est-Créteil et membre du CEDITEC. Et elle se propose aujourd'hui de nous présenter des explorations, 3 explorations qu'elle a menées en analyse de discours autour d'un ouvrage de Philippe Poutou. Et donc, son intervention s'intitule « Que faire avec un livre de Philippe Poutou, 3 explorations d'analyse de discours ». Si vous le voulez bien, on va donner la parole à Alice Krieg-Planck pour une bonne quarantaine de minutes. Et puis ensuite, nous vous donnerons la parole pour poser des questions et échanger avec Alice. Donc, Alice, bienvenue et merci de ta présence et merci à toutes et tous d'être là aussi. Merci, merci. Merci aux organisateurs du séminaire Approche discursive en sciences sociales et en particulier à Christine pour cette invitation. Et j'ai souhaité m'adapter de mon mieux à la perspective du séminaire à travers cette intervention que j'ai appelée « Que faire avec un livre de Philippe Poutou, 3 explorations en analyse du discours », avec cette idée que le séminaire lui-même, compte tenu de son intitulé, se prête à des formes de transdisciplinarité, interdisciplinarité, croisement disciplinaire, etc. Et que moi-même, je suis assez favorable à des démarches trans, inter, pluri, etc., dans la mesure, pas seulement par principe, mais aussi parce que j'enseigne dans un département de communication politique et publique, en étant moi-même docteur en sciences du langage. Donc l'idée d'avoir une spécialité du côté des sciences du langage, plus précisément de l'analyse du discours, mais d'intervenir auprès d'étudiants qui sont des étudiants d'Infocom, m'encourage naturellement à faire des croisements disciplinaires. Donc c'est en particulier dans cette perspective que j'ai préparé cette intervention. Et puis aussi, il m'a semblé que ce séminaire était suivi notamment, pas seulement, mais notamment par des doctorants qui s'interrogent sur les méthodes à adopter, les perspectives à avoir, la façon dont on peut travailler un corpus. Et c'est précisément dans cette idée de corpus à saisir que je me suis inscrite pour préparer ce travail que je vais vous présenter. Travail qui porte donc sur le livre de Philippe Poutou que je vais vous présenter. Donc vous voyez que l'idée générale, c'est de montrer comment il est possible, à partir d'un même corpus, ou d'un même objet en tout cas, de développer des questionnements distincts répondant à des notions et à des préoccupations disciplinaires différentes. Mais je précise tout de même que l'idée n'est pas d'épuiser l'objet analysé, mais d'explorer cet objet à partir de différentes facettes qui vont s'avérer, je l'espère, complémentaires. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de faire le tour de l'objet. Alors, cet objet, quel est-il? Présentons-le d'abord, même si je vais revenir sur certaines de ses caractéristiques plus tard. C'est un petit livre de Philippe Poutou qui s'appelle « Un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule », que vous voyez tel qu'il est présenté sur le site web de l'éditeur, les éditions textuelles. Comme vous le voyez, c'est un petit livre de 48 pages. Là, je le montre à l'écran, c'est vraiment presque une plaquette. J'aurai l'occasion de revenir sur ces caractéristiques formelles, éditoriales plus tard. Simplement, je voulais vous montrer très concrètement à quoi il ressemblait, y compris sur le site web de son éditeur, les éditions textuelles. Alors, qu'allons-nous faire avec cet objet? Eh bien, j'ai choisi de vous présenter en fait 3 travaux différents que j'ai menés à partir de ce même objet, mais que j'ai menés dans 3 perspectives distinctes. Et ces 3 perspectives distinctes, qui s'appuient sur des disciplines différentes, elles correspondent à chacune des parties de mon exposé. Donc vous voyez que dans une première partie, je m'appuierai sur des questions avant tout linguistiques et en particulier sur la question de la réflexivité langagière. Donc j'ai appelé ça une observation fondée sur la linguistique,
les liens privilégiés du livre politique avec la réflexivité langagière. Et nous verrons à cette occasion que les livres ont certainement un rapport particulier avec la question du métadiscours, et en particulier avec une expression en rupture. Et il s'agira dans cette première partie non seulement de parler du livre de Poutou, mais surtout de voir comment le livre de Poutou s'inscrit dans le cadre plus général des livres politiques. Donc c'est à partir du livre de Poutou que j'ai travaillé, mais ça n'empêche pas de s'interroger sur le cadre plus général, le cadre éditorial plus général de cet objet. C'est ce qu'on fera dans la première partie. Ensuite, dans une seconde partie, le fil disciplinaire que j'ai tiré, c'est plutôt le fil des études argumentatives et de la rhétorique, et en particulier de la notion d'éthos. J'ai ainsi appelé cette seconde partie une analyse rhétorique et argumentative, étudier ce que peut être un éthos de rupture en politique, partie dans laquelle nous interrogerons la notion même d'éthos de rupture, et nous verrons comment elle est mise en œuvre de façon spécifique dans le livre de Philippe Poutou. Et puis, dans une troisième partie, le fil disciplinaire que j'ai tiré pour dialoguer, ce sont les sciences politiques, où nous nous interrogerons sur la manière dont le livre de Philippe Poutou peut prendre place, enfin, a pris place de fait, dans des questions communicationnelles, des questions de communication politique, en particulier en contexte électoral. J'ai appelé cette partie « Un dialogue avec les sciences politiques, mettre en évidence une production de soi singulière en contexte de campagne électorale ». Voilà les trois parties de mon propos, avec à chaque fois deux idées, mais encore une fois sans prétendre épuiser l'objet. Et j'insiste aussi sur le fait que dans tous les cas, dans chacune de ces trois parties, je reste analyste du discours, hein. Il s'agit à chaque fois de voir comment on peut échanger avec la linguistique, voir comment on peut échanger avec les études argumentatives et les questions rhétoriques, voir comment on peut échanger avec les sciences politiques, voire la sociologie politique, mais à chaque fois du point de vue de l'analyste du discours que je suis et que je demeure. Pour chacune de ces trois parties, je me suis appuyée sur trois publications différentes qui apparaissent là. Bien sûr, vous pourrez, si vous voulez des détails sur l'une ou l'autre, ou la troisième de ces parties, vous pourrez bien évidemment revenir au texte d'origine, puisqu'à chaque fois, j'ai choisi deux idées principales que j'ai sélectionnées pour cet exposé, mais je ne veux pas lire mes articles, hein, mais si vous voulez approfondir, vous pouvez retourner dans ces publications. Alors, première partie d'abord, un lien privilégié du livre politique avec la réflexivité langagière. Parce que quand j'ai commencé de vouloir travailler sur le livre de Philippe Poutou, après l'avoir découvert par hasard en allant traîner dans une librairie au moment où ce livre paraissait, en 2012, j'ai voulu situer ce livre de Philippe Poutou, Un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule, j'ai voulu le situer, comme ça semble de bon sens, dans le cadre plus général des livres politiques. Et ce qui m'est apparu immédiatement, c'est qu'il existait un lien très particulier du livre politique avec les questions de réflexivité langagière, de métalangage. Ils sont mes thématiques de recherche privilégiées par ailleurs, hein. Ça fait plusieurs années que je travaille sur la question de la réflexivité langagière et en particulier sur la critique du discours politique du point de vue de locuteurs ordinaires, c'est-à-dire ne se présentant pas comme des linguistes. Donc ça, c'est un sujet de recherche, une thématique de recherche qui m'est chère. Et m'intéressant au métalangage, il m'a immédiatement sauté aux yeux que les livres politiques, celui de Poutou bien sûr, mais pas seulement lui, les livres politiques avaient une forte dimension métadiscursive. Alors on le voit à travers différents exemples que je vais vous montrer rapidement, en regardant les couvertures. Donc un support éditorial favorable au métadiscours. En voilà quelques exemples. C'est par ordre chronologique, hein, quelques exemples. Un Claude Allègre, que nous n'oublierons pas, en particulier en période de dérèglement climatique, toute vérité est bonne à dire. Nous voyons là le verbe dire qui apparaît et immédiatement nous rentrons
dans cette question du métalangage, Dominique Voynet, voix off, Dominique Baudis, face à la calomnie, terme métalinguistique, Jean-François Copé, promis, j'arrête la langue de bois, là encore, terme métalinguistique et attitude métadiscursive. Philippe Poutou, puisque c'est par ordre chronologique, le voilà, en 2012, hein, un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule, terme métalinguistique. Philippe de Villiers, le moment est venu de dire ce que j'ai vu, là encore. Ou encore Jean-Louis Debré, qui venait de cesser d'être président du Conseil constitutionnel, ce que je ne pouvais pas dire, là encore, terme métalinguistique. Le livre, plus ou moins de François Hollande, un président ne devrait pas dire ça, fermez les guillemets, les secrets d'un quinquennat. Amin El-Khatmi, personnalité moins connue, non, je ne me tairai plus, la gauche et l'islam. Il s'agissait d'un élu local musulman qui dénonçait la manière dont il avait été traité, pas tant en tant que musulman, mais en tant que musulman victime d'islamophobie, hein, la manière dont, dit-il, le PS ne l'a pas soutenu dans les accusations islamophobes dont il se dit avoir fait l'objet. Ségolène Royal, ce que je peux enfin vous dire, en 2018. Philippe de Villiers, de nouveau, j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu, mensonge, terme métalinguistique, au passage il y a une ambiguïté du titre sur laquelle mon propos ne porte pas mais qui n'est pas inintéressant. Je ne commente pas, j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu, et puis 3 petits points parce que les livres sont nombreux, hein, les livres politiques sont nombreux, qui ont recours à un terme métalinguistique, hein, dire, ne pas dire, mensonge, calomnie, etc. Alors, cette observation m'a amené à prendre en considération l'importance de la réflexivité langagière à propos du livre politique. Il ne m'a pas échappé que différents travaux, et non des moindres, portaient déjà, y compris quand j'ai commencé mon travail en 2012, hein, portaient sur le livre politique. On connaît bien entendu les célèbres travaux de Christian Lebar qui portent sur le livre politique. Mais ces travaux de sciences politiques ou sociologie politique, s'ils montrent une multitude d'éléments intéressants, hein, comme le fait que le livre politique produit un auteur, par exemple, ou qu'il est au service de stratégies de communication politique électorale, ces travaux, me semblait-il, ne mettaient pas suffisamment l'accent sur la question de la réflexivité langagière. Alors évidemment, la réflexivité langagière, c'est ma marotte, mais c'est pas seulement la mienne. Et là, j'ai mis une citation d'Émile Benveniste. J'aurais pu citer Jacqueline Auty-Revue, Josette Redebov, ou une multitude, ou Robin Jacobson, célèbre, pour son commentaire sur la fonction métalinguistique du langage. J'aurais pu citer la multitude des nombreux chercheurs qui travaillent sur le métalangage et le métadiscours, mais j'étais inspirée là pour remettre en avant cette citation de Benveniste, la langue peut prendre pour objet n'importe quel ordre de données, et jusqu'à sa propre nature, il y a une métalangue, il n'y a pas de métasociété. Propos connus de Benveniste sur la question du métalangage, qui nous rappelle que la langue est un système spécifique qui a la possibilité non seulement de parler de tout objet du monde, mais également de parler d'elle-même. Donc la question de la réflexivité langagière, du métalangage, du métadiscours ou de la métaénonciation et d'autres termes que je ne définirai pas plus en avant sont des faits importants du point de vue d'un linguiste, et il me semblait dommage que les travaux de sciences politiques ou de sociologie politique n'aient pas suffisamment souligné, même s'ils le repèrent intuitivement, n'aient pas suffisamment souligné ce lien extrêmement étroit du livre politique avec la réflexivité langagière. Donc c'est ce à quoi je me suis attelée. Et ce lien étroit s'illustre dans la capacité
accorder supposément au livre politique à s'exprimer en rupture. C'est ce que j'ai indiqué sur la diapo ici. La possibilité de dire, s'exprimer en rupture, que fournit le livre politique, peut concerner différents types d'expressions autres, hein, dans un sens extrêmement large. Par exemple, les livres peuvent affirmer, du point de vue de l'auteur, la possibilité de dire autre chose, ou la possibilité de s'exprimer sur un autre mode, ou la possibilité de formuler différemment, ou la possibilité de parler dans un autre registre. Donc il y a une multitude de formulations présentes dans ces ouvrages qui donnent à voir le livre politique comme étant un espace éditorial à l'intérieur duquel il est possible de s'exprimer en rupture. Alors comment, si on regarde plus en détail, hein, comment les auteurs de livres politiques disent-ils s'exprimer en rupture? Si on regarde plus en détail, moi, il m'a semblé qu'il y avait 3 principaux types de rupture langagière. Bien entendu, on pourrait discuter, affiner et remouliner ces catégories, hein, mais moi j'en ai vu 3. Les auteurs peuvent prétendre, enfin peuvent dire la vérité. À ce moment-là, il s'agit de rompre avec les mensonges, supposément. Les auteurs peuvent dire adopter une liberté de ton. À ce moment-là, il s'agit de s'affranchir des paroles convenues. Ou encore, les auteurs peuvent dire oser prendre la parole, notamment sous l'angle d'une transgression d'un ordre social. Alors, je vais détailler un petit peu ces 3 types de rupture langagière. D'abord, dire la vérité, rompre avec les mensonges. Alors, dans ce premier ensemble d'ouvrages qui sont relativement fréquents, l'expression est autre, d'après les auteurs, parce que s'y délivrerait une parole vraie, par différence avec ce qui serait ailleurs, soi-disant, une parole fausse. Et la rupture langagière, à ce moment-là, telle qu'elle est donnée à voir, porte principalement sur le contenu, c'est-à-dire que l'auteur de ce type de livre dit révéler des scandales qui seraient tus, dit dénoncer des situations qui demeureraient tabous, il prétend dire le vrai en rupture avec des discours qui seraient tenus ailleurs et qui seraient marqués par le mensonge, la dissimulation, etc. Donc le livre offrirait un espace pour tenir une parole libre sous l'angle principalement du contenu. Alors c'est le cas de façon tout à fait caractéristique des livres de Philippe de Villiers. En voici un exemple, hein. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. Alors lisons-le ensemble. J'ai été un homme politique. Je ne le suis plus. Ma parole est libre. Ceux qui disaient la vérité sont tous partis. Ne demeurent que les faussaires. En coulisses, il m'a été donné d'observer leur manège. J'ai vu de mes yeux vus rougir les fers dont seraient forgés, au fil de leurs échecs, les tromperies à venir de tous ces liquidateurs qui ont parti liés. Il m'a semblé que le moment était venu de raconter les grands ébranlements auxquels j'ai assisté, désolé, impuissant. Il faut que les Français sachent. En conscience, j'ai jugé que le moment était venu de dire ce que j'ai vu. Alors tout le livre est dans cette tonalité, hein, c'est absolument un bijou que je vous recommande, ce livre de Philippe de Villiers. On voit à la lecture de cet extrait que les livres qui prétendent, enfin dans lesquels les auteurs prétendent dire la vérité et rompre avec le mensonge, s'apparentent de très près à ce qui a été déjà bien identifié comme étant une parole pamphlétaire, comme relevant du genre pamphlet. J'ai cité les classiques, Marc Angenot, La parole pamphlétaire, mais aussi dans les travaux plus récents, plus contemporains, Michel Hastings ou encore Cédric Passard. Et puis j'ai cité un petit travail que j'ai fait sur un ouvrage qui est parfaitement dans la veine pamphlétaire, qui était un petit glossaire de la guerre civile yougoslave, qui est un pamphlet sous forme de dictionnaire, mais qui relève parfaitement de cette parole pamphlétaire. Et on voit comment le livre de Philippe de Villiers et d'autres s'inscrivent dans cette parole pamphlétaire où, face à un supposé système, l'auteur abandonne le monde à son hypocrisie et à sa vanité pour produire une parole libre et suivre une trajectoire de liberté dont le livre va être encore en quelque sorte le point de départ.
Mais la plupart, donc le genre pamphlétaire n'est pas du tout rarissime, hein, mais le plus fréquent parmi les ouvrages qui mobilisent le livre pour produire une expression, pour produire une rupture langagière, enfin pour dire exprimer une rupture langagière, ce sont plutôt des livres dans lesquels l'auteur dit adopter une liberté de ton. Alors là, c'est vraiment les plus fréquents. Dans ce second type d'ouvrage, la rupture langagière, elle porte sur la tonalité, sur le style, sur le ton. L'idée de l'auteur dans ses ouvrages, c'est de dire il ne s'exprime pas dans les formats, hein, dans la parole formatée de scènes plus ou moins institutionnelles, plus ou moins médiatiques, plus ou moins tribuniciennes, qui seraient en fait des carcans du langage. Et il prétend sortir de cette conformité, de ce carcan, de ces barrières, à travers le livre qui lui offre un espace, mais encore une fois, non pas un espace pour dire le vrai, comme c'était le cas avec le pamphlet, mais un espace pour s'exprimer d'une manière libre, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et on repère dans ces ouvrages des formulations métalinguistiques telles que sans langue de bois, loin des propos convenus, rompant avec le politiquement correct, parler librement, avec une grande liberté de ton, au fil d'entretiens livrés sans phare, dans des propos d'une rare franchise, etc. Voilà un exemple à propos d'un livre de François Hollande en 2011, dans le cadre de la campagne pour les primaires socialistes. Au gré de cet échange, il, François Hollande, précise les grands thèmes qui vont conduire et ont toujours guidé son action. Sans faux semblant et avec une totale franchise de ton, il livre sa conception d'une France plus juste, apaisée et confiante. Alors, dans ces ouvrages, qui sont vraiment les plus fréquents, sous-entendu, hein, les plus fréquents parmi ceux qui ont recours au métalangage et à l'intérieur de ceux-là, ceux qui ont recours à une prétention à s'exprimer en rupture, pardon, c'est vraiment les plus fréquents, avec, on pourrait ajouter le fait qu'il y a deux sous-genres qui sont surreprésentés dans ce deuxième type d'ouvrage. C'est les livres entretiens, dans lesquels, semble-t-il, l'auteur a un espace particulièrement approprié pour s'exprimer sans phare, et puis tout ce qui relève de l'écriture de soi, le journal, les notes, les mémoires, les écrits autobiographiques. Alors, il y a un troisième type d'ouvrage qui est beaucoup plus rare, qui est beaucoup plus rare parmi ceux qui expriment une rupture langagière, et Philippe Poutou fait partie de ce cas de figure. Donc c'est pour ça que ça a été très important pour moi de faire tout ce balayage, parce que je sentais bien que Poutou était à la fois comme les autres et en même temps tellement différent, et il fallait essayer de comprendre pourquoi il était à la fois comme les autres et différent, y compris sous l'angle du métalangage et y compris sous l'angle de la prétention à s'exprimer en rupture. Parce que Philippe Poutou ne prétend pas dire la vérité contre un mensonge généralisé, comme c'est le cas de Villiers. Il ne prétend pas non plus badiner sur un ton léger que enfin le livre lui permettrait, alors que les arènes institutionnelles ne le lui permettraient pas. Il est dans autre chose. Lui, la rupture langagière qui le concerne dans son ouvrage, elle concerne l'action de prise de parole elle-même. Dans le cas de Philippe Poutou, le livre politique permettrait de prendre la parole publiquement, alors que les codes attendus dans l'arène politique devraient le conduire à se taire, devraient conduire le locuteur à se taire. Et j'ai mis, pour qu'on comprenne bien la différence, hein, en dépit de certaines ressemblances apparentes, ce type de livre est très différent du pamphlet signalé plus haut. Il ne s'agit pas de dire publiquement ce que tout le monde passe sous silence, mais de prendre la parole en dépit de cadres sociaux qui interdisent ou inhibent une telle prise de parole. Donc ce n'est plus la question du complot ou du mensonge qui est en jeu, mais celle de la domination sociale et des habitus disqualifiés. Alors j'ai remis encore la couverture de Poutou pour qu'on voit bien que c'est lui, que son livre concerne au premier chef ce type de rupture
langagière. Et évidemment, ce type de questionnement-là renvoie à une multitude de questionnements sociologiques, hein, dont le livre La voix des acteurs faibles est un exemple. Donc, on voit que la question du métalangage, hein, elle est vraiment, c'est ma phrase de transition, la question du métalangage, elle est vraiment importante dans les livres politiques, même si ce métalangage, il s'exprime différemment à travers des ruptures langagières qui vont relever soit du dire le vrai, soit du s'exprimer sur un mode libre, soit de oser prendre la parole, ce qui est tout à fait différent. Deuxième partie qui là nous amène du côté plutôt des études rhétoriques et argumentatives avec principalement la question de l'éthos. Je précise évidemment que les 3 parties de mon exposé sont reliées, hein, je ne voudrais pas que ça n'est pas trois présentations différentes que je fais, mais c'est simplement des fils différents qui sont tirés. Là, c'est la question de l'éthos de rupture, de l'éthos que j'ai voulu mettre en avant avec une remarque sur l'éthos de rupture tel qu'il peut être mis en scène dans ces livres. Alors je fais un petit rappel très classique, hein, pardonnez-moi, sur la question de l'éthos pour dire d'où je parle, mais c'est très simple. Donc dans une tradition rhétorique aristotélicienne enrichie par l'analyse du discours, exemple Magno, et par la sociologie interactionniste, exemple Goffman, on peut, enfin je dis exemple, hein, c'est très désinvolte de ma part, hein, je ne veux pas être désobligeante, donc je m'appuie sur Goffman, enfin on s'appuie sur Goffman, on peut envisager l'éthos comme, je cite Amossi par exemple, hein, l'image de soi que l'orateur produit par son discours, et je complète ou j'ajoute ou je précise, hein, en particulier sous l'angle des propriétés intellectuelles, morales et sociales attribuées à l'orateur tel que son discours le laisse paraître. Paraître comme arrogant, cultivé, ignorant, patient, courageux, etc. Toutes les propriétés intellectuelles, morales et sociales qui sont conférées à l'orateur sur la base de son discours. Et précisément sur la question de l'éthos de rupture, je signale en particulier cet ouvrage paru aux presses de la Sorbonne Nouvelle en 2002 qui portait particulièrement sur cette question de l'éthos de rupture. Si vous allez penser que je suis fan de typologie, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Si on analyse en détail les réalisations diversifiées de l'éthos de rupture, en particulier dans le domaine de la vie politique contemporaine, il m'est apparu que la mise en scène de soi comme étant en rupture pouvait s'observer à des niveaux distincts, de manière différente. Certaines personnalités publiques paraissent en rupture, donc on n'est pas du tout dans une question métalinguistique à ce moment-là, hein, se différencier par une manière de s'habiller, par une façon de parler, ou innover par des idées originales au moment où on s'exprime, hein, proposer d'interdire les licenciements par exemple. Là, il s'agit de paraître en rupture. Mais on peut aussi mettre en scène un ethos de rupture parce qu'on se dit être en rupture. Alors là, intervient une dimension métalinguistique. Il peut s'agir de se mettre explicitement en avant comme ayant changé, hein, c'est ce que fait Sarkozy en 2007. Il peut s'agir, par exemple, ce ne sont que des exemples, hein, de s'engager à incarner le pouvoir autrement, exercer une présidence normale pour Hollande, ou il peut s'agir encore de prétendre dépasser le clivage droite-gauche. Donc là, il s'agit de se dire être en rupture. Et puis, intervient la dimension ultimement métalinguistique, celle qui m'intéresse, il s'agit de dire, s'exprimer en rupture. Et c'est là qu'on va trouver la typologie qu'on avait déjà vue dans la première partie de cet exposé, hein, affirmer, dire la vérité, prétendre adopter une liberté de ton, asserter, oser, prendre la parole. Donc l'éthos de rupture, il est fréquent en politique, mais il n'a pas toujours de lien avec le langage, hein, comme on le voit dans la question de, par exemple, proposer de sortir de l'Union européenne. Il n'y a pas de rapport particulier avec la réflexivité langagière, mais il peut aussi s'agir de dire être autrement, ou il peut s'agir de
dire autrement. Dans le cas de Poutou, vous vous souvenez qu'on est face à un auteur qui prétend, enfin qui dit oser prendre la parole alors même que les conditions de prise de parole dans les arènes publiques l'enjoindraient de se taire. On va voir comment il produit cette image, à travers quel procédé. Alors, ce qui est absolument remarquable dans le livre de Poutou, c'est qu'il s'agit vraiment d'une écriture de soi, hein, au sens où on peut le travailler en littérature notamment. J'ai cité un dictionnaire sur le sujet en note. Donc le livre de Poutou, il s'agit vraiment d'un récit de soi, à la première personne du singulier, où le jeu renvoie à une individualité qui est à la fois située et ordinaire. Alors, à la page 45, ça n'apparaît pas forcément aussi bien sur le PowerPoint que dans le livre, dans le vrai livre, si je puis dire, mais voilà, si je vous montre dans ma caméra, voilà, on voit que le livre est vraiment signé Philippe Poutou, Bordeaux. Donc il y a vraiment une signature qui authentifie l'individualité et le fait que cette individualité, elle est vraiment située. Mais il n'y a évidemment pas seulement la signature finale hein, qui relève de cette mise en scène de l'écriture de soi, il y a aussi tout simplement le début de l'ouvrage. Hein. Je m'appelle Philippe Poutou, j'ai 45 ans, je suis ouvrier mécanicien à l'usine Ford de Blanquefort en Gironde. J'y travaille depuis 1996 en ayant commencé par 3 années d'intérim. Je gagne 1 800 € net par mois. Je suis militant à la CGT et, avec mes camarades de travail, nous avons réussi, grâce à un long combat de 4 ans contre la multinationale, à empêcher la fermeture de l'usine en sauvegardant 1000 emplois. Ou encore à la page 43, caractère très ordinaire de l'auteur, je ne suis pas un super militant ni un super candidat, encore moins un super héros, seulement un homme ordinaire qui retournera travailler à l'usine à plein temps après la campagne présidentielle. Donc on est vraiment dans une écriture de soi, un récit de soi, très incarné et avec une mise en scène de soi comme étant un homme ordinaire, comme le dit Philippe Poutou textuellement. Ce jeu ordinaire, situé, nous donne à voir dans son ouvrage l'expérience qu'il a vécue du mépris social. Dans son livre, Philippe Poutou raconte plusieurs situations qu'il a vécues, qu'il qualifie lui-même hein, d'expérience du mépris social. Et l'expression mépris social revient à 11 reprises dans le livre, ce qui pour un livre de 48 pages est déjà pas mal. Il raconte comment il a subi, alors sur la scène médiatique en particulier, des formes d'humiliation, des remarques dédaigneuses. Et il explique comment il est difficile, mais nécessaire, de s'exprimer, y compris quand les normes de la prise de parole sur la scène médiatique sont défavorables à l'orateur. Il raconte par exemple, hein, dans un passage à la page 24, j'ai essayé, c'était sur un plateau télé, j'ai essayé de rester concentré sur l'espace que j'avais pour défendre au mieux mon expérience de classe et les idées de mon parti. À la télévision, quand un ouvrier débarque sur un plateau, ils ont en face d'eux une espèce bizarre à laquelle ils ne saisissent pas grand-chose. Et c'est donc logiquement qu'ils passent à côté. Une expérience du mépris social que Poutou a vécue personnellement, de manière incarnée, mais bien entendu, comme on peut s'en douter, Philippe Poutou n'est pas là pour raconter sa vie, mais pour raconter à quel point sa vie est aussi celle d'autres, les autres, les dominés. Et voilà comment on passe dans le livre hein, du jeu au nous. Il y a beaucoup d'occurrences de la première personne du singulier, mais il y a aussi beaucoup d'occurrences d'un nous qui a rarement une valeur exclusive, hein, si on prend les études énonciatives qui distinguent la valeur exclusive et la valeur inclusive. Donc, quelques occurrences, mais assez rares, d'un nous à valeur exclusive, c'est-à-dire Philippe Poutou et il qui se trouve être les camarades de son usine. Exemple, à l'usine Ford de Blanquefort, là où je travaille, nous,
avons eu la chance d'avoir ces conditions favorables à la lutte. Bon, c'est vrai, cette chance, nous sommes allés la chercher. Mais ça, c'est un nous assez rare. Le nous le plus fréquent, c'est un nous avec valeur inclusive, où le nous désigne Philippe Poutou, et toi le lecteur, vous les lecteurs, vous les dominés, vous qui peut-être lisez ce livre. Donc une valeur inclusive dont on trouve une illustration à la page 27. Hein. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à accepter la société telle qu'elle se présente à nous, on nous apprend à la boucler, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Nous, les ouvriers, les prolos, les pauvres gens, les opprimés, ceux qui n'ont rien d'autre que leur dignité, on serait dans le camp de ceux qui ne savent pas. Et ce nous les ouvriers, nous les pauvres gens, nous les dominés, nous les opprimés, ça revient à de nombreuses reprises dans l'ouvrage. Donc on voit bien là comment le passage du je au nous permet de référer rarement à un collectif très empirique, celui des camarades de l'usine, mais beaucoup plus fréquemment à un collectif plus abstrait qui partage une condition commune de classe sociale. Et ce pronom permet à Philippe Poutou de représenter les dominés. Alors, c'est pas, ce que je dis n'est pas une découverte extraordinaire, hein, simplement, je ne suis pas la première à observer la question de l'énonciation dans les écrits trotskistes, mais à Lutte ouvrière ou au NPA. Mais on voit bien comment, pour Philippe Poutou, il s'agit de suggérer que les attaques dont Poutou est l'objet en tant que dominé, qui en assume les stigmates à travers sa façon de parler, de se tenir, ses codes vestimentaires, etc. Donc ces attaques sont le garant de sa capacité à représenter un certain public, celui des dominés, et par suite de défendre les intérêts de ce public dans l'espace public. Je vous rappelle que quand il publie ce livre, il est candidat aux élections présidentielles. Donc il y a bien une finalité politique, d'argumentation politique qui est mise au service de Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste à travers ce nous à valeur inclusive. Là, je passe et simplement, j'ajoute que cette prétention à la représentation, elle est visible dans des questions d'énonciation que j'ai précisées, mais elle est aussi explicitée à travers des propos comme cela. Hein. Impossible de porter la parole des 99% contre les 1%. Point d'interrogation, c'est le titre d'un chapitre, hein, en référence au mouvement Occupy, hein, qui représente les 99%. Ou encore la 4e de couverture, je suis l'inconnu de la prochaine élection présidentielle, le candidat invisible. Je m'appelle Philippe Poutou. Je suis ouvrier mécanicien dans une usine automobile. Je suis différent de tous ces politiciens professionnels tellement éloignés de notre vie. Pourquoi ceux d'en bas n'auraient-ils pas aussi le droit de prendre la parole? Et c'est bien ce droit de prendre la parole que Philippe Poutou prend, enfin, dont il s'empare dans son livre publié en 2012. Pardon. Sur la question de la prétention à la représentation des sans-voix, je renvoie à 2 livres publiés aux presses universitaires de Rennes, dont vous avez les références biblio en note, ici. Les sciences politiques. Un dialogue avec les sciences politiques qui vont plutôt s'intéresser non plus à la question du métalangage, comme c'était le cas dans la première partie, non plus à la question de l'éthos, comme c'était le cas dans la seconde partie, mais à la question plutôt de la communication politique, la communication en situation électorale ou encore la notion de positionnement. Là, ce qui m'a intriguée hein, du point de vue de la science politique, dans ce livre de Poutou de 2012, c'est, comme j'y ai fait allusion précédemment, sa capacité à faire comme tout le monde, mais pas comme les autres. Et tout mon propos parle du livre de 2012, mais exceptionnellement, sur cette diapo uniquement, j'ai fait référence aux élections présidentielles suivantes, celles de 2017. Vous vous souvenez sans doute de ce grand débat qui réunissait l'ensemble des candidats
à l'élection présidentielle de 2017. Et vous vous souvenez sans doute des remarques plus ou moins désobligeantes qui avaient été faites à Philippe Poutou après son passage au grand débat, dans ce grand débat, notamment parce qu'il était, notamment du fait de sa tenue vestimentaire, hein, il était le seul, vous le voyez bien, parmi les hommes à ne pas porter un costume cravate. Tous les hommes sont en costume cravate avec en plus une veste plutôt sombre, hein, comme c'est plutôt d'usage. Et lui, non seulement il n'a pas de costume cravate, mais en plus il est habillé avec un sweatshirt qui est un sweatshirt clair, et en plus il avait rapidement retroussé ses manches, comme on le voit là sur le plan un peu rapproché à gauche. Et les femmes de leur côté, Marine Le Pen et Nathalie Arthaud, étaient dans des tenues, je dirais, à la fois discrètes, classiques et élégantes. Donc il y avait vraiment un caractère détonnant de la tenue vestimentaire de Philippe Poutou, ce dont il lui avait été fait reproche de la part de ses détracteurs, bien évidemment, avant tout. Donc un côté, mais en même temps, Philippe Poutou s'était plié. C'est là que vraiment c'est en rapport direct avec cette question de faire comme tout le monde, mais pas comme les autres. Philippe Poutou se plie aux règles de la communication médiatique. Il n'avait pas refusé de venir à ce débat. Mais en même temps, tout en se pliant à certaines règles, il les détourne, il en joue, il les transgresse. Il ne fait pas comme les autres. Il fait comme tout le monde, mais pas comme les autres. Et c'est ce qui se produit également à travers la question du livre. Donc là, après cette petite excursion en 2017, je reviens au livre de 2012, hein, qui est l'objet de ma réflexion, de ma présentation. Poutou, c'est un candidat au présidentiel qui fait comme tout le monde, du point de vue de la publication du livre de 2012, Un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule. Les travaux sur les livres politiques, notamment ceux bien connus de Christian Lebar, montrent bien, insistent bien sur le fait que le livre politique, c'est un passage obligé pour celles et ceux qui cherchent à prendre place dans le champ politique. Tout le monde doit publier un livre politique. Alors à la fois c'est un outil de légitimation de soi, c'est un objet qui facilite l'accès à l'espace médiatique, ça permet d'occuper la scène publique, c'est une possibilité éventuellement de participer à la définition de l'agenda. Et de fait, tous les candidats, alors beaucoup d'hommes et femmes politiques, mais principalement tous les candidats, en particulier au présidentiel, publie un livre politique. Alors là, en voilà l'illustration. C'est un extrait ici du livre, pardon, du texte que je publie en 2023, là prochainement. Voilà l'annexe de mon texte qui vous présente les 10 candidats présents aux élections présidentielles de 2012 et le fait qu'ils ont tous publié un livre à cette occasion, un voire deux, sauf Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, et sauf Nicolas Sarkozy, qui était le président sortant. Donc lui, il a une position un peu particulière. Certes, il n'a pas publié de livre en 2012, et son dernier livre remonte à 2006 en vue de la campagne de 2007. Mais en dehors de Nicolas Sarkozy, qui est le président sortant, qui, pour d'autres raisons d'image de soi, ne publie pas de livre, et Nathalie Arthaud, qui ne publie pas de livre, tous les autres publient un, voire tous les autres candidats présentent un, voire deux livres. Donc, de toute évidence, c'est vraiment un passage obligé, et de ce point de vue-là, Poutou se plie à la règle de la publication d'un livre. Mais c'est important de remarquer, comme le remarque Christian Lebar, que les ouvrages pour les candidats aux élections présidentielles et les ouvrages politiques de manière générale sont à la fois obligatoires, sont devenus un passage obligé, mais en même temps ils sont banalisés, au triple sens, dit Christian Lebar, d'une inflation, d'une dévalorisation et aussi d'une délittérarisation. Donc un passage obligé, mais en même temps une banalité. Alors Philippe Poutou se plie en quelque sorte à cette démarche sans originalité et en quelque sorte à la fois peu coûteuse et en même temps de moins en moins lucrative en termes de symboles,
en termes symboliques. Philippe Poutou se plie à l'impératif de publication d'un livre politique, mais son livre est atypique. Donc c'est un homme politique pas comme les autres en tant qu'auteur de livres politiques. D'abord, enfin, il y aurait d'abord le fait que sur sa couverture, vous voyez, mais ça, on ne peut pas tout dire hein, dans un exposé, il ne met pas sa photo sur la couverture, ce qui est relativement rare. C'est pas le seul hein, à ne pas mettre sa photo, mais c'est relativement rare. Alors évidemment, il y a aussi la contrainte de la collection, hein, puisque la petite encyclopédie critique des éditions textuelles ne comporte jamais la photo de l'auteur. Donc il y a une contrainte liée au cadre éditorial, mais enfin, c'est un fait qu'il ne met pas sa photo. Alors, autre point remarquable, surtout, la question de la longueur. Les livres politiques, en général, font de 160 à 250 pages, et dans le cas précis des livres de 2012, les plus petits font 160 pages, le plus gros, celui de Cheminade, fait 368 pages, et celui de Poutou, qui est le réel plus petit, ne fait que 48 pages. Donc déjà, Poutou n'est pas comme tout le monde. Poutou n'est pas comme tout le monde du point de vue des prix. Alors le prix, évidemment, il est en partie corrélé à la pagination. Hein. Le papier coûte cher, donc évidemment, ne soyons pas aveugles. Le prix a à voir avec la pagination, mais pas seulement. Il y a aussi des choix d'éditeurs, des choix politiques qui peuvent être faits pour moduler plus ou moins le prix. Et de fait, le livre de Poutou, qui certes est le plus petit, mais le livre de Poutou est le moins cher, 5 €. 5 €, pas cher. Sachant qu'entre-temps, il est passé à 6,50 €. Lors de réimpression, hein, l'éditeur a dû le faire passer à 6,50 €, mais au moment de sa parution, il est vendu dans le commerce pour la modique somme de 5 €. Donc le plus petit livre, le livre le moins cher, et puis un livre qui a un titre tout à fait atypique. Alors là, il est vraiment le seul dans son cas, parce que si on regarde les livres de titres des livres politiques, on voit qu'ils ont, alors il en existe différents types, hein, mais ils ont assez facilement une structure du type déterminant plus nom plus adjectif, la France solidaire ou le printemps français. Le titre désignant en général un projet de société. On trouve aussi une structure relativement fréquente qui est le verbe à l'infinitif, où il s'agit à ce moment-là de désigner une conduite tenue ou une conduite à tenir, sans tricher, Eva Joly, ou changer le destin, François Hollande. Et puis, on trouve quelques rares ouvrages dont le titre est constitué de propos rapportés, tel qu'on peut raisonnablement l'interpréter en tout cas. C'est le cas du livre de Mélenchon, Qu'ils s'en aillent tous, Vite la révolution citoyenne. Et c'est le cas aussi de Poutou, un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule. Donc dans les deux cas, des propos rapportés, une représentation du discours autre, mais le livre de Mélenchon et celui de Poutou ne relèvent pas du même type, hein, néanmoins, puisque vous voyez que Qu'ils s'en aillent tous est un propos qui pourrait être pris en charge par Mélenchon, Qu'ils s'en aillent tous, hein, qui a été d'ailleurs un des énoncés récurrents d'un certain nombre de mouvements dits dégagistes hein, en Amérique latine et ailleurs, qu'ils s'en aillent tous, propos qui pourraient être dits par Mélenchon, alors que bien évidemment, comme on le comprend, un ouvrier, ça là pour fermer sa gueule, ça n'est pas un propos qui est tenu ou qui pourrait être tenu par Philippe Poutou, bien évidemment, mais c'est un propos qui serait tenu, ou qui pourrait être tenu, ou qui aurait pu être tenu par des adversaires non seulement de Philippe Poutou, mais plus encore par la classe sociale dont Poutou n'est qu'un représentant, hein, ce nous les prolos, nous les dominés, nous les ouvriers, dont Poutou n'est qu'un représentant, et auquel il est donné à voir qu'il serait dit un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule. Et à travers cette modalité tout à fait singulière de discours rapporté, le titre de l'ouvrage de Poutou donne à voir un thème essentiel de l'ouvrage, qui est central pour la construction de l'éthos de rupture que met en scène Poutou, c'est le thème du mépris social et de la violence symbolique, qui est magnifiquement représentée dans ce titre, hein, un ouvrier, c'est là
pour fermer sa gueule, avec aussi des aspects syntaxiques dont je ne parle pas là dans l'exposé, mais que vous pourrez retrouver dans les textes, parce qu'il y a vraiment des heures entières à passer sur ce titre. Oui, non, là, la diapo, oui, c'est, voilà, si, oui, j'ai oublié ça, mais enfin, c'est un détail. Si Poutou parlait comme Mélenchon, si je puis dire, il dirait: «Je m'exprime pour les 99», ou il dirait: «Ils ne détruiront pas ma dignité». Mais justement, ça n'est pas lui qui parle, ce sont des locuteurs qui lui adressent ces propos. Un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule. Alors cette troisième, vous voyez, alors je me livre à une opération de promotion éhontée, sur laquelle peut-être j'aurai à me repentir, quand je verrai cette séquence enregistrée, mais il faut bien s'amuser un peu parfois. Cette troisième analyse est l'occasion de montrer combien, par-delà la banalité de la démarche qui consiste de nos jours à publier un ouvrage en campagne électorale présidentielle, le livre politique demeure un support intéressant pour l'expression de l'identité publique des personnalités politiques, pour la mise en scène de valeurs partisanes et pour la détermination d'un certain positionnement spécifique. Et vous voyez que le livre qui s'appelle Les livres des politiques paraîtra dans un mois, le 11 mai prochain, sous la direction d'Éric Treille et Christian Lebar aux presses universitaires de Rennes. Alors au total, au terme de cette présentation, qui croise notions de linguistique fondamentale, questions de l'éthos du point de vue de la rhétorique, et questions plus liées aux sciences politiques ou à la communication politique ou à la sociologie politique, l'analyse du discours apparaît comme une approche qui peut se saisir de différents objets. Ici, un petit livre politique assez innocent à première vue, pour en décrire les formes et pour en éclairer les enjeux en lien avec des préoccupations d'horizons disciplinaires différents. Le travail présenté ici autour du livre de Poutou a fait l'objet de 3 approfondissements différents dans les 3 publications que j'ai signalées, avec à chaque fois un effort pour cadrer avec les attendus disciplinaires du cadre éditorial. Et il me semble que cette expérience montre la pertinence de l'analyse du discours comme approche qui consiste à décrire, à interpréter le discours en relation avec d'autres sciences humaines et sociales dans le but d'une meilleure compréhension du monde social. Et c'est avec le partage de cette ultime diapositive que Merci. cesse mon partage d'écran et je vois arriver dans la messagerie discussion en réunion, bonjour à tous. Bon ben voilà, c'est bonjour. Voilà, j'arrête le partage puisque quelqu'un a dit bonjour. Non, Voilà, merci beaucoup. merci. Merci beaucoup Alice pour cette présentation extrêmement dense, riche et claire. Vraiment, merci. Qui, je pense, nous inspire pour aborder avec une approche analyse du discours, mais sous différentes perspectives, ce même ouvrage. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir, poser des questions. N'hésitez pas à vous manifester, soit dans le chat ou à lever la petite main dans le partage d'écran. Alors, je ne vois pas. Alors, il y a Élise, oui. Élise? Est-ce que vous m'entendez correctement? C'est bon, on t'entend. Super, ben bonjour, bonjour à District Blanc. J'avais une toute petite question. Je suis super intéressée par ce que vous pointez et la différence que vous soulignez entre le livre, le titre de Mélenchon et celui de Poutou, à savoir à quel point il utilise la représentation du discours autre comme un mécanisme récurrent et à quel point ça lui sert, comme vous l'avez expliqué, pour se porter garant. Et c'est particulièrement surprenant et intéressant, je trouve, le fait que finalement ça passe
par l'autre qu'on récupère par le discrédit une forme de légitimation. Et je me demandais si vous pourriez développer ce point-là, à savoir qu'est-ce que ça a comme efficace de recourir à cette stratégie discursive-là par opposition à un titre comme celui de Mélenchon, par exemple. Est-ce que c'est clair comme question? Oui, merci Élise pour ta question. Qu'est-ce que ça a comme efficace? Bien évidemment, on est dans des questions d'effets rhétoriques, hein, d'effets de sens, bien évidemment, et non pas d'influence effective sur des publics, hein, parce que ça, on n'en sait jamais rien. Mais en tout cas, en termes d'effets de sens produits, indépendamment de toute influence quelconque, si on savait comment influencer les publics, notamment en période de campagne électorale, je pense qu'on revendrait les recettes très très chères. Donc on ne sait pas comment influencer les publics. En revanche, en tant qu'analyste du discours, on peut effectivement faire des hypothèses interprétatives raisonnables sur des effets de sens possibles. Là, dans le cas présent, il me semble que le fait que Philippe Poutou ait recours à la représentation du discours autre pour représenter non pas la parole qui pourrait être la sienne, mais pour représenter la parole qui pourrait être la parole adverse. Hein, voilà, un patron, un politique qui dirait « un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule », je trouve que ça contribue, en termes d'effet de sens, ça contribue à la représentation de la conflictualité, puisqu'il représente l'adversaire. Hein, au lieu de dire, parce qu'effectivement, le propos de Poutou, c'est je m'exprime pour les 99% et ils n'auront pas ma peau avec leur mépris et leur arrogance. C'est ça son propos. Donc le titre pourrait être un titre de cette nature. Formulé mieux éventuellement, mais enfin, c'est ça le contenu de son propos, donc ça pourrait être un propos de cette nature-là qu'il représenterait. Or, il représente la parole adverse. La parole adverse, mais vraiment adverse, hein, pas une autre, n'importe quelle autre, mais vraiment la parole adverse, il représente la parole adverse dans ce qu'elle a de violent, de disqualifiant, d'assignation de place. Hein, c'est pas un ouvrier est là pour fermer sa gueule, c'est un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule. Donc la place sociale attribuée à un ouvrier, c'est celle du silence. Donc il y a vraiment une conflictualité sociale, une violence sociale qui est représentée à travers ce titre, qui correspond complètement d'ailleurs, enfin, que je trouve très en phase avec le propos du NPA. On connaît bien l'opposition au plan énonciatif, on connaît bien l'opposition entre je et nous, hein, c'est très présent à Lutte ouvrière d'une part et au NPA d'autre part. On repère très facilement cette opposition entre eux et nous. Leur guerre, nos vies, leur profit. Donc cette opposition de classe qui est manifestée dans l'énonciation et qui est très très prégnante hein, dans le discours du NPA et de lutte ouvrière, qui met en discours la conflictualité sociale, on le trouve dans ce titre. Donc moi, ce titre, je le trouve très... Alors, je ne vais pas dire réussi, parce que les analyses du discours ne sont pas là pour dire que c'est réussi ou que c'est raté, mais je le trouve, enfin, j'aurais envie de dire qu'il est réussi, en ce sens qu'il est en phase, qu'il est cohérent avec le reste du discours. Voilà, ça aurait été un candidat, je ne sais pas moi, socialiste, qui aurait fait ce titre, j'aurais trouvé ça complètement décalé par rapport au discours, et y compris aux positions programmatiques du Parti socialiste. Là, je trouve que c'est parfaitement en phase avec le propos du NPA. Donc je dirais ça, pour répondre à ta question, parce que je suis toujours un peu long, c'est un titre qui participe à la mise en scène d'une conflictualité politique et sociale extrêmement vive, qui est tout à fait typique du NPA. Merci beaucoup. Merci Élise, merci Alice. Alors il y avait Justine qui voulait prendre la parole et puis ensuite Johannes. Merci beaucoup, merci à Alice pour ce très beau travail. J'aurais une petite remarque, enfin une petite réflexion, et puis une question alors qui est plus orientée sur une ouverture sur la question de la communication.
Sur la question, enfin, sur la première remarque par rapport au genre des livres qui sont créés et diffusés par les personnalités politiques, tu as mis en avant une distinction entre des livres entretiens et des livres plutôt autobiographiques qui visaient plus à mettre en avant une écriture de soi. Et il me semble, enfin, j'ai l'impression quand même que dans ce contexte de valorisation de toute manière d'une candidature, on est dans une élection présidentielle, que tous ces livres ont un dénominateur commun qui correspond à une stratégie de com politique de recherche de visibilité et puis qui est fortement liée à une personnalisation du discours et ce qui rejoint l'idée d'une personnalisation du pouvoir euh, qui exploite la sensibilité, qui exploite les émotions. Voilà, donc j'ai l'impression que dans cette question du genre, il y aurait ce dénominateur commun-là. Et pour poursuivre sur... Alors, c'était ma premier volet, c'était plus une remarque. Et puis, pour poser plus une question, je voulais savoir si l'éthos de rupture, si tu avais pu observer cette cohérence de cet ethos au niveau des moyens de médiatisation du livre. Est-ce que l'éthos de rupture est présent à travers les moyens utilisés en termes de médias utilisés pour faire la promotion du livre, mais aussi les moyens de diffusion? Est-ce qu'on est sur des moyens de diffusion plus horizontaux, en tout cas qui vont exploiter l'horizontalité de la médiatisation? Alors, je pense bien évidemment aux réseaux sociaux et de ce que l'on peut faire des réseaux sociaux pour ouvrir cette idée de je parle à tout le monde, je parle en mon nom, mais je parle pour le nous, je parle pour le collectif. Et donc, les choix de la diffusion et des médias que je vais cibler pour faire la promotion, entre guillemets, de mon livre, est-ce qu'ils sont cohérents, en fait, avec cet ethos de rupture? Merci. Désolée, c'est un peu long. Non, non, je t'en prie. Merci, merci Justine pour ces questions. Sur le premier point, la question des genres et des sous-genres, bon, j'entends bien qu'effectivement, en particulier en contexte électoral, il peut y avoir des impératifs de personnalisation, mais néanmoins, tous les livres politiques, et y compris en période électorale, ne sont pas forcément des livres qui mettent en avant le candidat ou la candidate. Certains sont des livres programmes. Donc, et ne comportent même pas de jeu. Le livre programme de Mélenchon en 2017 était un livre, alors là c'était pas le cas de Qu'ils s'en aillent tous, mais parce qu'on est en 2012, mais alors je sais plus comment ça s'appelle, je n'ai plus en tête là dans l'immédiat le titre du livre de Mélenchon en 2017, mais c'était vraiment un livre programme, avec vraiment une plateforme programmatique de ce que proposaient les Insoumis dans le cadre de la campagne de 2017. Donc, bien évidemment, hein, il y a toujours des questions de personnalisation en politique et bien évidemment en campagne et plus encore en campagne présidentielle. Mais tous les livres politiques ne sont pas, non seulement pas écrits au jeu, mais ne sont même pas forcément des livres qui mettent au centre du propos la personne. Même si évidemment c'est important. Et quand je parlais des livres d'entretien et des livres à caractère autobiographique ou relevant d'une écriture de soi, c'est principalement en lien avec la question de la liberté de ton, de cette rupture langagière qui mettrait en scène une liberté de ton, une capacité à s'exprimer sans langue de bois, comme il est dit. Ensuite, sur le deuxième point, la question de l'éthos de rupture en rapport avec... je vois qu'il y a un... Ah ben voilà, merci à l'intervenant Théo, qui dit le titre du livre programmatique de Mélenchon en 2017, c'est L'avenir en commun, voilà c'est ça, je ne me souvenais plus. L'avenir en commun qui a donné le nom à son programme. Et effectivement, c'est un livre qui n'est pas du tout sur le mode de la personnalisation, qui est un livre programme avec on va faire ça, voilà, c'est une plateforme programmatique, quoi. Bon, enfin, je reconnais que ce n'est pas forcément la majorité, mais ça veut dire que c'est possible et que ça a du sens.
Sur la question de l'éthos de rupture en lien avec des moyens communicationnels, des types de supports, des modes de médiation, etc. Alors là, je ne sais pas parce que je n'ai pas forcément réfléchi à cette question-là. Je dirais que l'éthos de rupture, plutôt que d'être inhérent ou caractéristique d'un moyen de communication ou d'un autre, je pense qu'il est inhérent et caractéristique des moments de campagne électorale. Autant je ne suis pas certaine qu'il y ait des recoupements à faire par rapport aux médias utilisés, autant il est certain que les campagnes électorales se prêtent à cet ethos de rupture dans la mesure où ces campagnes nécessitent d'une manière ou d'une autre des formes de dramatisation. La dramatisation, elle est, le fait de dramatiser les enjeux, le fait de dramatiser la situation est inhérente aux situations de campagne électorale, présidentielle notamment, mais pas seulement. Et dans le cadre de cette dramatisation des enjeux qui est inhérente à la communication politique électorale, l'éthos de rupture est susceptible d'être mis en scène. Donc moi, je ferais plutôt un rapprochement avec les moments de la communication politique plutôt qu'avec les supports, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien du côté des supports, mais comme je n'ai pas du tout réfléchi à la question, du coup, Justine, je ne peux rien te dire. Merci beaucoup Alice. Merci. Alors, il y a une question de Johannes et puis ensuite Carcassonne et Manon. Oui, merci pour cette communication tout à fait intéressante. Je trouve assez étonnant de voir l'uniformité des schèmes rhétoriques qui sont utilisés dans ce genre des livres politiques. Et c'est assez étonnant aussi de voir la réflexivité langagière qui se manifeste dans les titres, dans les slogans et tout ça. Je n'étais pas du tout conscient de ça, et donc merci pour cette présentation. Juste un tout petit commentaire qui n'est pas du tout très, très au cœur de ce que tu as fait. C'est plutôt sur ta propre rhétorique, si l'on peut dire. Tu commences avec une présentation de 3 angles, 3 approches sur un même objet. Et je pense qu'après, tu n'as pas vraiment fait ce que tu as dit, c'est-à-dire de comparer, mais tu as bien travaillé sur un objet. Et je m'interroge un peu sur cette façon de présenter ton champ de recherche à travers 3 approches, parce que ça relève un peu le sens de ce qu'on fait dans la recherche. Est-ce qu'on l'a fait pour appliquer, pour répéter, si l'on peut dire, des approches qui sont déjà là? Ou est-ce qu'on fait la recherche pour trouver quelque chose en articulant de nouvelles solutions? Dans ce que tu as fait, tu as tout à fait le dernier, je pense. Tu as bien montré la singularité de Poutou dans ce discours assez homogénéisant. Et du coup, ça m'a un peu étonné de voir que tu as présenté la présentation à travers ces 3 approches, alors que tu as fait beaucoup plus. Tu as vraiment travaillé sur un objet discursif, et du coup, voilà, c'est tout à fait une observation peut-être à part et pas vraiment au cœur d'une présentation qui m'a vraiment plu. Merci Johannes. Bon, c'est plus une observation qu'une question, mais disons qu'il se trouve, déjà sur la question de la réflexivité langagière, je ne voudrais pas aller au-delà de mes propres fantasmes. La réflexivité langagière n'est pas présente dans tous les livres. J'ai mis l'accent sur cette importance de la réflexivité langagière dans les livres politiques, mais elle n'a pas forcément une place majeure dans tous les livres. Mais disons que c'était un point qui m'a sauté aux yeux, même si il n'est pas forcément omniprésent dans tous les livres, mais en tout cas, c'est un point qui méritait d'être repéré et qui n'avait pas été suffisamment, me semblait-il. Après, sur la façon dont j'ai procédé, elle est un peu liée au hasard, c'est-à-dire que j'ai voulu réunir ces 3 travaux pour la présentation d'aujourd'hui
parce que j'avais l'impression que le public pourrait être un petit peu divers, un peu intéressé par des perspectives pluridisciplinaires, mais en même temps, dans la manière dont la situation de recherche s'est trouvée, ça a été plutôt le fruit du hasard. Je suis tombée, ça je racontais ça à Christine l'autre fois, je suis tombée par hasard sur le livre de Poutou à la librairie du Nouveau Parti anticapitaliste qui est à côté de chez moi, à Doménil, rue Rutaine, qui s'appelle La Brèche, qui est une librairie, pour tous ceux qui sont à Paris, ça s'appelle La Brèche, c'est Rutaine dans le 12e arrondissement, et c'est un lieu absolument magnifique où on trouve non seulement tous les livres très très à gauche, mais pas seulement du NPA, mais très à gauche, et on trouve aussi des vieilles affiches, de la documentation militante, des collections de tracts, des vieux numéros de revues qu'on croit oubliés. Enfin, c'est vraiment une mine. Et donc, un jour où sans doute j'étais désœuvrée, comme il arrive souvent aux enseignants-chercheurs, un jour où j'étais désœuvrée, j'errais comme une âme en peine dans cette librairie, et j'ai vu cette petite plaquette de Philippe Poutou, et je l'ai prise un peu au hasard, et puis voilà, après je me suis plongée dedans, et j'ai eu envie de la tirer, de tirer jusqu'au bout tous les intérêts que je pouvais trouver devant cet ouvrage, et puis après, il y a les hasards, des colloques, des propositions, des possibilités, des espaces dans lesquels on cherche à s'intégrer, qui fait que j'ai saucissonné en trois, en quelque sorte, mais qui sont vraiment trois ouvrages différents, trois textes différents, hein, je tiens à le dire, hein, je n'ai pas du tout fait du recyclage, trois textes très différents, parce que cet objet me semblait tellement riche, très paradoxalement, parce qu'il est tout petit, mais cet objet me semblait tellement riche qu'il me semblait qu'on pouvait le travailler sous des angles différents pour parler à des collègues de disciplines différentes. Parce qu'encore une fois, le travail d'orientation linguistique, je l'ai présenté au Congrès mondial de linguistique française, qui est un cadre scientifique très intéressant, que moi j'aime beaucoup, hein, mais qui est vraiment un colloque de linguistes pour linguistes, même s'il y a différentes branches, hein, il y a différentes sessions, syntaxe, phonologie, phonétique, discours pragmatique, interaction, etc., didactique. Bon. Enfin, c'est vraiment un colloque de linguistes. Ensuite, le travail qui porte sur l'éthos, je l'ai proposé en varia à la revue de Ruth Amossi, Argumentation et analyse du discours, et qu'il a accepté en varia. Et puis, le travail amenant naturellement du travail, c'est Christian Lebar qui m'a sollicité pour faire une contribution dans son livre, là, qui va paraître très bientôt, sur les livres des politiques, parce que Christian Lebar avait lu mon article dans Argumentation et analyse du discours, qu'il avait trouvé intéressant, et il m'a dit, est-ce que je fais un livre sur les livres de politique, un de plus, et est-ce que tu voudrais pas faire une contribution sur le livre de Poutou? Et dans un premier temps, je lui ai dit, non, j'ai déjà fait quelque chose, je vais pas... Enfin, j'ai déjà fait 2 choses, ça suffit, quoi, et je vais pas me copier-coller. Puis après, je me suis dit: «C'est dommage», et j'ai essayé vraiment de penser les choses autrement et de les penser plutôt en termes de communication politique et non plus en termes de rhétorique ou en termes de linguistique, et j'ai réussi à faire quelque chose, d'encore différent, et peut-être qu'il serait possible de faire des choses encore différentes. Enfin, je m'arrête là, je pense, mais c'est un peu le hasard des circonstances et des dialogues avec les uns et les autres, qui m'a amenée à choisir 3 approches différentes qui, encore une fois, peuvent être considérées comme complémentaires, mais peuvent aussi se faire, l'une indépendamment de l'autre, et ne visent pas à établir des comparaisons, quoi. Il n'y a pas une approche qui soit plus pertinente que l'autre, c'est vraiment 3 ou moins pertinentes, c'est 3 approches différentes. Merci beaucoup Alice pour ces précisions. C'est vrai qu'ils retracent un peu la généalogie de tes recherches et puis la façon dont elles se nourrissent aussi des sollicitations, des approches que tu mobilises. Alors il y a une question de Carcassonne. Alors je ne sais pas si vous avez un micro. Voilà, madame, voilà qui. Oui. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour. Donc, effectivement, par rapport à l'éthos, parce que là, finalement, c'est l'idée que c'est un éthos de rupture qui domine et que c'est pour ça qu'il a été analysé, mais
mais finalement, il y a d'autres types d'éthos, je suppose, qui se dégagent du discours de Philippe Poutou. Et moi, je trouvais, enfin, je sais pas, c'est une question, est-ce que l'éthos de la modestie n'est pas aussi très fort dans son discours, puisqu'il insiste, je suis un homme ordinaire, et même, voilà, c'est ce que je disais à l'écrit, ça peut même aller un peu jusqu'à la fausse modestie, parce que tout le monde ne se présente pas au présidentiel, et puis on sait tous, quand on l'a vu s'exprimer, qu'il s'exprime vraiment de manière un peu hors norme, hein. Il s'exprime très bien, etc. Donc, voilà, il y avait cette question sur l'éthos. Et puis après, moi, c'est vrai que ça m'avait vraiment frappé parce que je l'ai encore en mémoire, cette phrase de Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et je trouve que le titre de Poutou fait vraiment écho à ce titre. Alors, je me demandais s'il n'y avait pas, du coup, quelque chose en lien et du coup, qui n'insisterait pas sur la position d'ouvrier, puisque c'est plus le ministre, là, donc, qui ferme sa gueule. Donc voilà, c'était deux observations, questions. Mmh. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais c'est tout à fait juste. On peut faire une hypothèse sérieuse sur la dimension intertextuelle du titre. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, et un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule. Il y a une dimension intertextuelle. Sans doute, enfin, on peut faire cette hypothèse raisonnablement. Après, il n'y a aucune trace, aucun indice dans le livre de Poutou, nulle part, hein, parce que je l'ai lu 4000 fois, parce qu'il est tout petit, donc on peut le faire. Il n'y a vraiment rien qui crée ne serait-ce qu'un micro-indice d'intertextualité. Mais je pense que comme analyste du discours, enfin, ou comme scientifique tout simplement, on peut faire, comme vous le faites, cette hypothèse raisonnablement, quoi, hein. Donc effectivement, c'est un point intéressant, cette dimension intertextuelle. Quant à l'éthos, quant à la question de l'éthos, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'éthos de rupture, c'est vraiment ce sur quoi j'ai voulu mettre l'accent, mais il y a d'autres éléments d'éthos, d'autres éléments d'image de soi. Et en effet, comme vous le dites, la modestie, enfin l'éthos de modestie, de simplicité, d'humilité, telle que Poutou la met en scène, évidemment, elle n'est pas sans paradoxe. Alors, je ne sais pas s'il faut la qualifier de fausse modestie, parce que ça, c'est presque un jugement, mais il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, mais qui est le paradoxe de la voix des sans-voix, le paradoxe de la voix des sans-voix, qui est que Philippe Poutou a accès à un espace de publicisation tout à fait exceptionnel, puisque tout le monde n'est pas en situation de publier un livre chez quelque éditeur que ce soit, non seulement de l'écrire ou de le faire écrire, mais ni même de le publier. Donc il y a cette position très paradoxale de la voix des sans-voix, dont le livre de Philippe Poutou est un exemple. C'est-à-dire que, et là je renvoie au colloque sur la parole des sans-voix, je ne sais plus comment ça s'appelait là, le colloque organisé par Claire Auger, Benjamin Ferron et Émilie Ney, là, dont la référence est mentionnée dans le PowerPoint, où en un sens, ceux qui prétendent ne pas avoir la parole, à partir du moment où ils rencontrent des dispositifs qui leur permettent de la prendre, accèdent à des espaces publics à la marge desquels ils prétendaient être relégués. Donc il y a un paradoxe, effectivement, qui a peu amené à un sentiment de fausse modestie ou de fausse humilité. Mais moi, je dirais que c'est plutôt le paradoxe de la parole des sans-voix qui s'exprime ici. Et je pense que si on voulait travailler réellement sur la parole des sans-voix, c'est pas du côté des livres qu'il faudrait aller. Là, il se trouve qu'on a un prétendu sans-voix qui accède à un espace de parole publique, mais globalement, si on veut s'intéresser à la parole des sans-parole ou à la parole des sans-voix, c'est pas du côté du livre qu'il faut aller, mais certainement dans d'autres dispositifs. Alors pas forcément les dispositifs les plus bizarres, les plus marginaux, les moins coûteux, les moins excluants et les moins coûteux en termes symboliques, techniques, etc. Mais malgré tout, c'est quand même dans des espaces de publicisation moins coûteux au plan culturel et symbolique qu'il faut aller. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Ouais. Merci. Merci. Je propose de donner la parole à Manon et ensuite Marc, je fais dans l'ordre, hein, mais j'ai noté aussi les autres demandes de prise de parole. Manon ?
Oui, bah, merci beaucoup Alice pour votre exposé qui voilà, venait à point nommé parce qu'en fait j'ai lu hier l'article consacré à l'éthos et je me suis beaucoup interrogée sur ce titre qui a vraiment une construction syntaxique qui est tout à fait singulière avec cette dislocation à gauche qui a vraiment pour effet voilà, de mettre la focale, de thématiser sur ce statut d'ouvrier. Et je me demandais, mais en fait ça va rebondir sur ce que vous étiez en train de dire et en rapport avec la question précédente, est-ce qu'on ne pourrait pas y voir aussi c'est également, en plus de cette représentation d'un discours autre qui serait un discours dominant, voilà, à visée généralisante sur les ouvriers, etc., une sorte de voilà, repositionnement énonciatif, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais qui viserait à finalement redonner une voix, redonner une place, un pouvoir aussi, de la visibilité à donc ici cette catégorie, voilà, bon, qui a une portée très générale, hein, mais des ouvriers. En fait, je me pose la question parce que depuis quelque temps, je travaille sur les doléances du grand débat national, voilà, suite au mouvement des Gilets jaunes, et surtout sur les doléances des mondes ruraux. Et j'ai observé des phénomènes un peu similaires, avec voilà, des phénomènes syntaxiques qui sont assez semblables, hein, sur des effets de dislocation comme ça, concernant certaines professions, voilà, qui sont déconsidérées, peu visibles. Donc voilà, moi j'ai beaucoup la question des aides-soignantes, voilà, qui vont dire aussi une aide-soignante, bah, c'est là pour voilà, s'occuper des vieux et puis c'est tout, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment une interrogation que j'ai. Et en tout cas, ce titre, il me fascine et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup intéressée. Donc voilà, c'était juste une petite remarque comme ça en passant. Et merci encore pour votre travail. Merci, merci beaucoup. Bah, écoutez, je suis impatiente de lire votre travail. C'est en cours, c'est en cours. C'est en cours. Bon. Voilà. Oui, oui, bah, ce sera sûrement passionnant parce que là, on voit comment la syntaxe a à voir avec le social. Il y a toujours... enfin, je trouve, quand on fait de l'analyse du discours, moi, je trouve que on gagne vraiment à prendre la langue au sérieux. Alors parfois, ça demande un peu des efforts, parce que si on n'est pas linguiste de formation, ce qui peut être le cas quand on n'est pas en analyse, enfin quand on est en analyse du discours, on peut tout à fait ne pas avoir fait toute la formation linguistique idoine de A à Z. C'était mon cas d'ailleurs au départ, et il faut parfois faire des efforts pour identifier les faits, les décrire, comprendre ce qui a déjà été dit dessus. Moi, je trouve que c'est parfois un peu ingrat, mais ça vaut vraiment le coup parce que le social passe par la langue. Et à un moment, la langue, ça existe, il faut s'y cogner. Alors, il faut faire des efforts pour lire des travaux de linguistes sur les sujets précis qui nous concernent. Donc, l'idée, c'est pas de lire toute la syntaxe de A à Z, etc. Mais voilà, si on tombe sur un phénomène précis, exemple la dislocation, d'autres exemples, vraiment faire l'effort de comprendre ce qui se passe du point de vue des effets de sens pour comprendre comment la langue et le social ont un lien direct et comment le social va trouver une place dans la langue avec ses contraintes, avec ses impossibilités, mais aussi avec ses ouvertures, ses possibilités, son flou, son vague, son non-dit, ses ambiguïtés, etc. Et puis à l'inverse, ses contraintes, ce qu'elle impose. Là, je trouve qu'à ce moment-là, on peut vraiment faire du travail intéressant, quoi, parce que du coup, on est sûr de plus être dans l'analyse de contenu, au sens de contenu thématique. On est sûr de plus faire du commentaire de texte, hein, qui peut être intéressant, mais voilà, on n'est quand même pas là pour faire du commentaire politique, de la glose, de la paraphrase, etc. Ça peut être intéressant, mais il faut quand même aller plus loin. Et une fois qu'on a réussi, je trouve, à accrocher des phénomènes linguistiques, des faits de langue qui ont un rapport avec des situations sociales, on peut dire on peut produire des analyses complètement originales, intéressantes, et qui nous montrent à quel point la langue, c'est une réalité
à laquelle les acteurs sociaux sont confrontés et dans laquelle ils doivent s'inscrire pour faire valoir leur cause, et y compris à leur profit, hein, enfin à leur profit symbolique en termes d'effet de sens, comme c'est le cas ici, comme je le disais, en termes d'effet de conflictualité, suite à la remarque d'Élise, hein, en termes d'effet de conflictualité produit par le titre de Philippe Poutou. Donc merci pour votre remarque et je lirai vraiment avec intérêt votre travail. Merci à vous. Merci Marc, et puis ensuite Rose et Théo. Oui, je voudrais dire merci aussi à Alice, comme en me joignant à tous les collègues qui l'ont fait avant, parce que cet exposé, dans sa forme, déjà, nous amène à dézoomer finalement, en zoomant d'abord sur les titres de ces livres politiques, en élargissant la question des ethos de ces hommes politiques, et puis en ouvrant sur les stratégies de publication des livres politiques. Donc, on va du plus fin de l'analyse du discours à la prise en compte, disons, de stratégies sociales, sociopolitiques, en l'occurrence plus larges. Alors, moi, il y a deux choses qui m'ont intéressé, et c'est deux remarques plutôt que, enfin, deux axes de questionnement plutôt que. La première, c'est qu'on est dans des stratégies éditoriales. Donc, le titre est certes un élément extrêmement important, mais il condense sans doute beaucoup de choses, d'autant qu'il est construit. Enfin, j'ai toujours entendu dire que le titre était la chasse gardée de la maison d'édition en réalité. Donc, c'est un objet très intéressant discursivement, notamment dans sa dimension métadiscursive, on va y revenir, mais je pense que c'est un ethos aussi fabriqué, et que du coup, il y a un effet d'homogénéité en travaillant sur le titre, d'homogénéisation de l'ethos qui est peut-être pas, qui correspond peut-être pas à, disons, à ce qui se donne à voir dans une lecture plus complexe, enfin pas complexe, mais plus complète du livre. Donc, cet effet d'éthos qui apparaît dans les titres, moi, ça m'interroge sur quelle est la stabilité de ces éthos. Est-ce qu'ils sont, là, c'est des éthos dits par le titre, mais est-ce qu'il y a bien sûr les pistes de questionnement autour de l'éthos et l'éthos, enfin, les conflictualités possibles entre l'éthos dit et puis l'éthos affiché, l'éthos dit, et puis l'éthos qui est donné à voir par l'énonciation. Donc, est-ce que là, il y a des ruptures, ou est-ce que ça t'amène, Alice, à peut-être disons, déshomogénéiser cette question de l'éthos de Poutou en l'occurrence, mais aussi en comparaison aux autres ouvrages que tu as cités. Et puis, donc, cette question de la stabilité des éthos, ça m'interroge pas mal. Et puis, éthos de rupture et finalement réflexivité sur le discours politique. Moi, ça me questionne aussi, parce que est-ce que l'espace du discours politique est un des rares espaces où on peut en permanence dire que ce qu'on a dit ailleurs ou ce qui se dit ailleurs n'est pas la vérité d'un discours, ou n'est pas… autrement dit, est-ce que c'est un des espaces sociaux dans lequel on sait que ce qui a été dit, il a été dans un cadre donné, et qu'il ne faut pas prendre à la lettre le discours politique d'une certaine manière, puisque il est toujours contextualisé, et on peut toujours produire un discours sur ce discours antérieur qui soit une plus grande vérité, ou une autre forme de cadrage du sens politique de son discours. Je ne sais pas si je suis très clair, mais pour le dire simplement, est-ce que ça ne participe pas d'une certaine manière au discrédit du discours politique? Enfin, dans tous les titres, on voit bien que… et tu l'as souligné chaque fois, on s'affranchit d'un discours tenu dans un espace
corsetée, et donc du coup, la parole est peut-être plus libre. Et, je veux dire, il y a une critique du discours politique à l'intérieur de cette métadiscursivité. On parle sans langue de bois, ça veut dire que le reste du temps, on parlait avec une langue de bois. On rompt avec le politiquement correct, ça veut dire que le discours politique, c'est globalement quand même du politiquement correct. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir que dans cet espace de production discursive qu'est le discours politique, il y a en permanence le questionnement des critères de légitimité des discours politiques ordinaires, et que, alors c'est peut-être le débat, l'idéal de débat démocratique du discours politique, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là sur lequel tu mets l'accent, qui est très, très intéressant, je dirais, en termes presque de sociologie de cet espace discursif particulier qu'est le discours politique. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres espaces discursifs, alors peut-être différemment, je suis en train de penser en parlant, mais peut-être que le discours scientifique, lui aussi, est en permanence dans l'autocritique des conditions de vérité ou des conditions… Ce n'est pas la même chose, la vérité et la vérité scientifique et la vérité politique, c'est sans doute pas la même chose, hein, mais ça se construit pas, les oppositions se construisent pas pareil à l'intérieur de ces espaces. Mais voilà, ma question c'est ça. Est-ce que c'est une spécificité du discours politique? Est-ce que ça participe peut-être aussi plus largement à son discrédit actuel? Voilà, c'est deux pistes de réflexion. Merci beaucoup, Marc, pour ton écoute et puis pour ces remarques. Je vais répondre sur le deuxième point d'abord et sur le premier ensuite. Oui. Effectivement, c'est très étrange ces énoncés métadiscursifs qui semblent disqualifier, soit tout ce que le locuteur a dit avant, soit tous les espaces dans lesquels il s'est exprimé avant. Notamment Jean-François Copé, promis j'arrête la langue de bois. Enfin, qu'est-ce qu'on est supposé en conclure de ce qu'il a dit avant? Oui, c'est très étrange. C'est un peu déroutant. J'avoue que c'est un peu déroutant. Ce que j'ai remarqué, c'est que la posture qui consiste à, soi-disant, rompre avec les mensonges, donc ça c'est dire la vérité, qui est celui de la parole pamphlétaire, et l'autre posture beaucoup plus courante qui est s'affranchir des paroles convenues, adopter une liberté de ton, elle distinguait un peu les personnalités politiques qui aspirent au pouvoir et celles qui n'y aspirent pas ou plus. Et typiquement, Philippe de Villiers, qui est un pamphlétaire caractéristique, il aspire à des pouvoirs, dans des positions extrêmement spécifiques, mais c'est quelqu'un qui n'est plus du tout candidat au présidentiel, qui candidate dans des sphères extrêmement particulières, mais qui, dans les arènes publiques, ne prétend pas occuper d'autres places que celle du pamphlétaire qu'il est. Et effectivement, j'ai l'impression que on ne peut… cette espèce de rhétorique de combat caractéristique du discours pamphlétaire, cette rhétorique de combat, elle n'est pas tenable pour des personnes qui prétendraient occuper des positions de responsabilité politique. Oui. Parce que l'image, l'espèce de complainte, voire de plainte de l'homme seul, isolé, luttant pour la vérité, dont seul lui est détenteur et que tous les autres cachent, hein, qui est vraiment la figure du pamphlétaire, elle n'est pas très compatible avec l'aspiration à des responsabilités. Oui. Mais alors que la position de celui qui, grâce au livre, adopte une certaine liberté de parole, s'affranchit des paroles convenues sur un ton un petit peu badin, fait des petites révélations pas méchantes, des confidences, etc. Là, j'ai l'impression au contraire que, même si parfois ça interroge, comme tu dis, j'ai l'impression que ça participe presque de la construction de l'homme ou de la femme politique comme d'une personne qui justement est capable d'exercer des responsabilités parce qu'il est adaptable aux situations. Donc c'est quelqu'un qui sait se tenir quand il est dans un cadre politique contraint qui l'oblige à parler d'une certaine manière,
Et quand ensuite, lors d'entretiens à bâton rompu, de confidences, d'un petit dialogue qui relèverait presque de l'art de la conversation à l'européenne, façon époque des Lumières, enfin cette espèce d'art de la conversation où on fait des petites révélations pas très méchantes sur un ton un peu badin, on se montre capable de s'adapter à des situations qui sont celles d'une parole un peu libre et pas trop convenue quand les cadres s'y prêtent, exemple le livre politique, mais on sait se tenir et tenir une parole institutionnelle dans des cadres contraints. Donc on se montre adaptable, ce qui évidemment est une qualité particulièrement intéressante pour une personnalité qui a des responsabilités. Alors qu'on voit bien que Philippe de Villiers, qui prétend être le seul à dire la vérité contre en fait une espèce de complot généralisé, ne se donne pas à voir comme étant quelqu'un auquel on pourrait confier le pouvoir, et j'ai l'impression qu'il n'y aspire pas d'ailleurs dans le cadre qui est celui dans lequel il s'exprime. Mais effectivement, ça interroge. Promis, j'arrête la langue de bois. Bon. Sur et la disqualification des personnalités politiques a certainement à voir avec ces paroles qui se bifurent, qui se biffent en permanence. Après, sur les stratégies éditoriales et en particulier le fait que le titre un ouvrier c'est là pour fermer sa gueule, jusqu'où ça aurait quelque chose d'un peu détaché du reste de l'éthos construit dans l'ouvrage. Moi, je trouve que en lisant le livre, je trouve que le titre est très en phase avec le contenu du livre et les modalités de l'expression de la violence symbolique dont Poutou se dit être la victime. C'est-à-dire que l'effet, effectivement, tu as raison de dire que le titre, c'est parfois le choix de l'éditeur, et l'histoire littéraire ou l'histoire de l'édition est pleine de débats entre auteurs et éditeurs, l'éditeur changeant le titre à la dernière minute, refusant le titre que l'auteur voulait, etc. Bon, là, j'en sais rien parce que je n'ai pas fait d'enquête, et d'ailleurs, j'ai déçu un sociologue de mon entourage qui m'a dit « mais je connais le gars qui est son conseiller en communication, qui a participé à l'écriture du livre, si tu veux, je peux te filer ses coordonnées, tu peux faire un entretien avec lui, etc. » Je trouvais ça très gentil, très généreux, mais j'en ai absolument rien fait. Donc, est-ce que les analystes du discours sont là pour décevoir les sociologues? Je ne sais pas. Mais je me suis... à la fois, je serais curieuse de savoir, mais en même temps, ça ne changera rien, enfin, ça ne changera pas grand-chose à mon analyse. Je serais curieuse, effectivement, de savoir, enfin, ce ne serait pas du tout inintéressant, ben voilà, ce serait peut-être le 4e angle, d'aller sérieusement creuser vraiment dans l'éditorialisation de ce texte et la production de cet objet symbolique, et la production très concrète en termes de écrivain, qui a écrit, qui a repris, enfin travailler sur les brouillons pratiquement, et travailler sur les relations entre l'éditeur, puisque c'est une collection qui est la collection de Philippe Corcuff et Lilian Mathieu, qui sont 2 sociologues très engagés. Donc, ça je ne l'ai pas dit pendant l'exposé, mais les 2 directeurs de la collection, Philippe Corcuff et Lilian Mathieu, ne sont pas du tout transparents dans cette affaire. Enfin, ce n'est pas du tout anodin. C'est pas du tout anodin. Donc, ce n'est pas n'importe quel éditeur, ce n'est pas n'importe quelle collection, et c'est surtout pas n'importe quel directeur de collection. Donc, il y aurait vraiment une enquête sociologique à faire. Peut-être que je vais cesser de décevoir mon sociologue en question et aller lui dire, et je vais peut-être lui dire, écoute, donne-moi les coordonnées de ce garçon, que j'aille faire un petit entretien, enfin un vrai entretien, et puis de faire un 4e texte à coloration plus sérieusement sociologique. Mais je dirais que ça ne contrarierait pas ce que j'ai pu retenir, et le titre, alors encore une fois, je serais curieuse de savoir, hein, mais quelle est l'histoire de ce titre, parce que je ne connais pas l'histoire de ce titre, mais je peux dire pour avoir lu le livre qu'il n'y a pas d'impression de décalage, quoi. Le titre ne me semble pas du tout comme plaqué au dernier moment, alors que ça a peut-être été le cas, hein, peut-être, hein, j'en ai pas la moindre idée, à vrai dire. Mais sur la notion d'habitus, de stabilité habitus, de l'éthos,
Je suis chez Bourdieu, là, avec la notion d'habitus. Il y a des parentés hein, entre ethos, habitus, etc., puisque Bourdieu a utilisé aussi à un moment le concept d'éthos. Mais sur cette stabilité de l'éthos et finalement la manière dont un titre fabrique une homogénéité de l'éthos, ça te semble... je veux dire, le concept d'éthos te semble intéressant dans sa capacité descriptive de l'ensemble d'une énonciation, surtout quand c'est résumé dans un titre. Bah, c'est une entrée c'est une catégorie d'analyse parmi d'autres. Voilà, c'est l'image de soi que l'on produit par le discours en tant que doté de certaines propriétés intellectuelles ou morales. Après, ça résume pas, la catégorie de l'éthos n'épuise pas un texte, hein, ni même un titre. Ouais. Parce qu'on retrouve de manière récurrente dans tout le texte, dans les 45 pages, tu as dit, on retrouve un peu cette métadiscursivité sur l'autorisation du discours d'un représentant de la classe ouvrière. On retrouve dans son texte, c'est ça un des axes centraux, disons, de son propos. Oui, c'est vraiment ça. Le cœur de son propos, hein, c'est, même s'il y a 10 petits chapitres, tout petits, hein, ou 9, je ne sais plus, tout petits chapitres chacun, mais voilà, je tombe au hasard, hein, cela ne vient même pas à l'idée de beaucoup d'opprimés de se présenter à des élections comme si ce n'était naturellement pas notre place. Oui, d'accord. Donc c'est récurrent. D'ailleurs, il y a très peu de comptes. Par exemple, il n'y a pas de... En termes d'information et de contenu informationnel, il y a très peu de choses. Voilà, un martien qui arrive sur Terre et qui ne sait pas du tout ce qui se passe sur notre planète ni en France n'apprendra presque rien en lisant ce livre. C'est vraiment un livre qui est entièrement orienté sur la mise en scène de soi comme un homme ordinaire, comme les autres, qui fait l'expérience du mépris social et qui fait cette expérience comme tous les autres dominés. Et c'est aussi un livre de conscientisation. Voilà, prenez conscience de la manière dont vous êtes en fait dominé, dont on vous dit sans arrêt que vous n'êtes pas capable, pas à votre place, que vous ne devriez pas être là, alors que vous pouvez être là. Pourquoi les 99% n'auraient-ils pas le droit de s'exprimer alors que ce sont toujours les 1% qui monopolisent les espaces de prise de parole publique? C'est vraiment le fil directeur de l'ouvrage. Merci Alice. Merci à toi. Merci. Alors, nous avons 3 dernières prises de parole. Donc, comme je vois le temps qui passe, peut-être essayer de faire peut-être plus court. Dans l'ordre, il y a Rose, Théo et Monsieur Guérini. Donc, Rose, c'est à vous. Merci beaucoup et merci beaucoup pour votre exposé qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Ma question, en fait, est du coup assez courte. Elle était plutôt théorique et méthodologique. Je me demandais, quand vous avez travaillé sur l'éthos de rupture, est-ce que vous avez utilisé la distinction entre éthos prédiscursif et discursif? Et sinon, pourquoi elle ne vous a pas semblé pertinente ou opérationnelle? Et est-ce qu'une partie, ou est-ce que certains cas de l'éthos de rupture pourraient être justement une rupture entre l'éthos prédiscursif un petit peu générique de politicien, politicienne, voilà, qui n'a pas se parler vrai, etc. Et du coup, l'éthos construit un discours par ceux qui, donc voilà, construit cet éthos de rupture. Ok, au revoir à Justine qui dit « je dois vous quitter », donc au revoir Justine. Merci Rose pour cette question effectivement méthodologique mais importante. C'est vrai que je n'ai pas fait de distinction ni dans l'exposé ni même dans les travaux entre éthos prédiscursif et éthos discursif. Peut-être tout simplement parce que dans le cas présent, il n'y a pas de clivage, différence, distinction, contraste. Il n'y a pas de contraste entre l'éthos prédiscursif de Poutou et l'éthos discursif en train de se faire dans son ouvrage. Donc je dirais que c'est une question à laquelle je n'ai pas été confrontée.
Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'aurait pas fallu se poser la question, mais comme je n'ai pas été confrontée à un contraste entre l'éthos prédiscursif de Philippe Poutou et l'éthos discursif tel qu'il le déploie dans ce petit ouvrage, je n'ai pas été amenée à travailler la différence. Par contre, si on faisait un autre travail sur un autre ouvrage, enfin, par contre, de manière générale, je dirais, de manière générale, évidemment, c'est une notion qui peut être tout à fait, c'est une distinction, pardon, qui peut être tout à fait intéressante, hein, de manière générale. Et d'ailleurs, tous les travaux sur l'éthos, hein, que ce soit chez Dominique Magno ou Ruth Ambossi, insistent bien sur ces différences. Si on travaillait sur d'autres ouvrages, peut-être, ou si on comparait, enfin, si on travaillait sur différents ouvrages d'une même personnalité à différents moments de sa carrière, on serait peut-être amené effectivement à mobiliser la distinction entre éthos prédiscursif et éthos discursif, effectivement. Ou si on travaillait sur des prises de parole publiques dans des supports différents, pour reprendre les propos de Justine tout à l'heure sur la question des supports, entre des supports télévisuels et puis des supports livresques, par exemple, aussi. Donc là, effectivement, j'ai pas eu... Disons que la facilité à travailler sur un petit objet unique, qui en plus est complètement en phase avec celui qu'il porte, m'a permis de me dispenser de faire cette distinction, mais vous avez des raisons de la rappeler à notre souvenir. Merci. Théo? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Alice pour cette présentation que j'ai trouvée très riche et stimulante. Moi, j'écris sur le lien entre transgression et populisme du point de vue des études du théâtre et de la performance, et vos recherches font beaucoup écho à des pistes que je n'avais pas encore explorées, donc merci. J'avais 2 questions, je vais essayer de faire vite. La première, c'est est-ce que vous pourriez élaborer sur le choix de ces stratégies de rupture ou de transgression par les hommes et femmes politiques? Parce que, a priori, on pourrait se dire que c'est un choix lié à la radicalité ou adopté par des candidats marginaux qui se réclament d'un mode de politique plus conflictuel, comme vous l'avez évoqué dans votre réponse à la question d'Élise. Mais il semble aussi que, et vous en donnez plein d'exemples, que la plupart d'entre elles et eux tentent de projeter cette rupture. Donc pourquoi? Est-ce que c'est une tendance récente que tous les politiciens et politiciennes se place en rupture, ou est-ce que c'est quelque chose d'inhérent pour vous à la politique électorale, ou française en tout cas? Et ma deuxième question, c'est à propos du 3e usage du métalangage que vous évoquiez, à savoir oser prendre la parole malgré la domination, transgresser l'ordre social, parler au nom des dominés, que les dominants font taire. Et c'est un point qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai un article en attente de révision sur le sujet. Votre idée m'évoque un peu Jacques Rancière quand il parle du partage du sensible, c'est-à-dire ce qui peut être dit et vu dans la société. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que ce 3e usage du métalangage, donc le oser prendre la parole, c'est une stratégie rhétorique de contestation et de partage du sensible? Et ce qui m'intéresse plus, c'est est-ce que ça peut paradoxalement contribuer aussi au succès des acteurs et actrices de l'extrême droite qui prétendent eux aussi transgresser l'ordre social, parler au nom des sans-voix, pour réhabiliter xénophobie, sexisme et ainsi de suite. Merci encore pour cet exposé extrêmement pertinent. Merci. Moi, je n'ai pas du tout étudié dans une perspective de longue durée ou de moyenne durée, donc je ne peux malheureusement pas dire grand-chose sur le caractère plus ou moins ancien des stratégies de rupture de la part des personnalités politiques, et mes connaissances en matière historique, malheureusement, ne me permettraient pas de tenir des propos pertinents. Mais je reviens sur la question de la dramatisation inhérente aux situations de compétition électorale. Et là, même sans être historienne, j'ai tendance à penser qu'il y a un ethos de rupture qui est nécessaire à la dramatisation des enjeux, lequel est inhérent aux situations de compétition électorale, me semble-t-il. Je ne vois pas comment on peut faire campagne sans avoir un minimum de mise en scène de la dramatisation des enjeux. Voilà, sinon, ce n'est pas la peine de se présenter, quoi. Voilà, s'il n'y a pas de situation spécifique sur laquelle il conviendrait d'intervenir et dont il conviendrait de modifier le cours. Bon, j'entends que vous travaillez sur le populisme.
le positionnement de l'extrême droite, notamment en France, a évolué, mais Jean-Marie Le Pen était plutôt sur le mode dans l'espèce de typologie flottante que j'ai faite, là, serait plutôt plus proche de la parole pamphlétaire, parce que un des slogans les plus connus de Le Pen, Jean-Marie Le Pen, c'était « Il dit la vérité, les médias le bâillonnent ». Je me souviens qu'il y avait des tas d'affiches au bord de l'autoroute, je m'en souviens encore, on voyait le visage de Jean-Marie Le Pen, il avait un bâillon, un bandeau, c'était pas un masque FFP2 à l'époque, c'était un bandeau, et le titre c'était « Il dit la vérité, les médias le bâillonnent ». Et à toute une époque, effectivement, Jean-Marie Le Pen a tenu une parole qui était de « je dis la vérité seul contre tous, tout le monde vous ment », et ça c'est plutôt la parole du pamphlétaire. Maintenant, évidemment, on sait que la stratégie politique de Marine Le Pen est sensiblement différente de celle de Jean-Marie Le Pen, et que le Rassemblement national a des stratégies de conquête du pouvoir politique qui sont très différentes de celles du Front National, enfin relativement différentes de celles du Front National, même si les propositions politiques et idéologiques sont sensiblement proches. Pour moi, elle ne relève pas tout à fait de cette position de dire oser prendre la parole. Mais par contre, c'est pas oser prendre la parole, c'est dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est plutôt ce type de positionnement-là. Merci beaucoup. Ouais. Je vous en prie, comme j'entends que vous travaillez sur la radicalité, mais je vais très vite, j'ai repéré 1 ou 2 références biblio sur radicalisation, radicalité, je les ai plus en tête, mais écrivez-moi, je vous les enverrai. Avec grand plaisir. Et juste pour vous dire que j'ai évité la question sur le populisme, parce que forcément, je sais que c'est un sujet compliqué et que le populisme, ça évoque l'extrême droite, alors que pour moi, j'ai une approche plus lacloyenne, où ça pourrait être articuler le peuple plus généralement. C'est vrai que Poutou était intéressant comme exemple ici. Mais je vous enverrai un message. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Guérini? Oui, alors ma question, je vais essayer de la faire courte, mais en fait, ça serait assez important. C'est-à-dire, c'est la question justement des contenus. C'est-à-dire que les formes qui ont été présentées, qui permettent de mettre en évidence notamment la violence symbolique qui est subie par Poutou, tout cela est extrêmement intéressant. Il me semble que ça serait utile de mettre cela en rapport, malgré tout, avec les contenus et notamment sur la manière dont sont représentés dans le discours de Philippe Poutou les intérêts et les valeurs. C'est-à-dire que ces contenus-là ne doivent pas être abordés simplement en termes programmatiques, mais également dans la façon dont le locuteur se situe par rapport à ses intérêts et ses valeurs. Et il me semble que ça serait assez intéressant de voir comment, dans le discours de Philippe Poutou, il essaye de promouvoir certains comportements, certains types de relations entre les acteurs, qui sont finalement l'objectif de sa supposée élection. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il promeut à travers sa propre attitude, son propre discours. C'est-à-dire qu'il me semble indispensable d'allier une étude de l'éthos aux valeurs qui sont proposées et qui sont promues par le locuteur. Et donc, il me semble qu'il y a un écueil qui pourrait apparaître justement sur l'accent mis de manière privilégiée sur l'éthos, ça serait d'oublier enfin, les contenus pour lesquels les présidentiables se présentent. Et donc, alors, une autre chose, c'est que l'accent mis de manière unilatérale, je dis bien unilatérale, parce que, bien entendu, toutes les études sur l'éthos me passionnent, m'intéressent, mais l'accent mis de façon unilatérale sur l'éthos, est-ce que ça ne va pas non plus dans le sens de la personnalisation du pouvoir actuel? C'est-à-dire qu'on nourrit d'une certaine manière ce qui conduit à la centralisation de l'action politique.
Donc, c'est cette articulation, disons, entre ethos, d'une part, et valeur et intérêt, d'autre part, dont je voudrais savoir comment elle se représente dans le texte de Poutou. Effectivement, désolé de vous obliger à faire court et désolé sur une question aussi importante, effectivement. Dans le livre de Poutou, c'est vrai qu'il y a des éléments de contenu programmatique, mais qui relèvent, comme vous le dites, plutôt d'intérêt et de valeur que de contenu programmatique proprement dit, comme c'est le cas dans le livre de Mélenchon, qui est vraiment un programme de gouvernement, complètement, celui de Mélenchon, là, qu'on avait cité, L'Avenir en commun. Là c'est moins des contenus programmatiques que des valeurs et des horizons. Partage des richesses, partage de la dignité aussi, enfin accès à la dignité par le partage des richesses. Autour des valeurs et des intérêts qui sont mis en scène, on retrouve, et là ça rejoint la question de l'éthos de rupture, on retrouve constamment cette question de l'opposition de classe, bien évidemment, de la conflictualité sociale et de la question des inégalités. Et comme j'ai essayé de l'expliquer à différentes occasions, je trouve qu'il y a une mise en phase de l'éthos et de la vision politique du monde telle que Poutou la donne à voir, qui est, en termes discursifs, réussie. Enfin, il y a une grande cohérence qui se dégage de la vision politique du monde telle que Poutou la transmet et telle qu'il la vise, et la manière dont, dans le discours, il se donne à voir comme porteur d'un ethos de rupture dans le registre de la prise de parole dans l'espace public. Je réponds de manière, je suis désolée, extrêmement vague et peut-être même fumeuse à vos propos, mais je retiens tout à fait la question de l'intérêt et des valeurs à étudier en articulation avec la question de l'éthos. J'entends tout à fait. Ma réponse est trop brève, je suis désolée. Mais je comprends très bien, merci. Merci vraiment Alice. Merci à toutes et tous pour cette passionnante séance. Et donc, rendez-vous le 12 mai prochain, 14h-16h, toujours en ligne, pour écouter Olivia Folly de Sorbonne Université du GRIPIC pour nous présenter son travail sur une approche ethnographique des paroles de plainte en organisation en contexte de travail. Donc, j'arrête là.